Je dis mes droits face à l'État. 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 Soyez les bienvenus à la tribune de la Commission nationale des droits de l'homme. Bienvenue à vous, Monsieur Modeste Mbossa, commissaire aux droits de l'homme, c'est-à-dire membre de la Commission nationale des droits de l'homme. À vous, Monsieur Ibiliki Yohan, président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale. Comme vous le savez, le peuple souverain congolais est appelé aux urnes le 21 mars prochain pour élire le président de la République. Nous abordons cette question d'abord pour édifier le peuple, les citoyens, les électeurs, sur le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'une élection dans un pays comme le nôtre. Comment la CNDH intervient-elle dans ce cas? Que peut-elle faire concrètement pour promouvoir, garantir une élection libre, transparente, démocratique et assurer la participation massive des citoyens à ce devoir? Est-ce que la CNDH a un quelconque rôle à jouer à cet effet? A-t-elle les moyens de jouer pleinement son rôle? Voilà une pléiade de questions auxquelles répondront, je l'ai dit tout à l'heure, M. Modeste Mbossa, commissaire aux droits de l'homme, et M. Ibiliki Yohan, qui représente ici la société civile. Alors pour commencer, consultons la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de la Nouvelle République. Que disent-elles l'une et l'autre s'agissant des élections, du ou des droits de vote en tant que tel, surtout de la participation des citoyens au scrutin? Nous commencerons avec la CNDH. M. Modeste Mbossa. Merci. Nous disons que la démocratie représentative, mais la démocratie électorale, met en exergue le principe selon lequel la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Et ce principe est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 à son article 21 et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 à son article 25 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981 à son article 13. Et effectivement, par notre Constitution, dans la Constitution en vigueur, à son article 6, eh bien, la loi électorale. Donc, par ces moyens, ces instruments juridiques, que le droit de vote est consacré et nécessite d'être promu de sorte que les citoyens et les citoyennes accomplissent ou exercent leurs droits et en même temps observent leurs devoirs civiques. Et voilà comment tous ces instruments juridiques pertinents consacrent ce principe dont la Commission nationale des droits de l'homme est en charge d'assurer la promotion. C'est la promotion du droit d'être élu, le droit d'élire. Voilà
en quelques mots ce que je tenais d'abord à indiquer. Monsieur Ibiliki, vous avez quelque chose à ajouter sur l'entrée de jeu? Oui, Monsieur Mbossa a été clair en présentant les différents textes, la Déclaration des droits de l'homme et même notre Constitution qui consacre beaucoup d'articles sur la loi électorale. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est que le droit de vote, il faut savoir que c'est la base même de la démocratie. Mieux dire, c'est l'expression de la volonté des citoyens. Voilà d'entrée de jeu ce que je pouvais dire. Alors, Monsieur Ibiliki, je reviens avec vous. Quand nous parlons de droit de vote, pouvons-nous savoir qui doit voter et comment voter? Merci pour votre question. C'est vrai que la question posée comme ça nous ramène directement à notre pays parce que certainement dans d'autres pays, les réalités peuvent être différentes. Mais dans notre pays, ceux qui peuvent voter, parce que le droit de vote, c'est le droit, comme tout à l'heure M. Mbossa l'a dit, tout citoyen a le droit d'élire et le droit d'être élu. Là, nous parlons du droit d'élire. Et donc, celui qui peut voter, c'est celui qui, c'est toute personne âgée de 18 ans au moins, de nationalité congolaise, et bien sûr qui est inscrit sur les listes électorales. Voilà les principales conditions pour pouvoir élire quelqu'un. Monsieur Mbossa, avez-vous quelque chose à ajouter sur la question? Oui, effectivement, la personne, donc on peut dire qui est électeur ou qui doit voter, oui. À ce niveau, nous disons que oui, pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de ta circonscription et en même temps être porteur d'une carte d'électeur. Parce que la carte d'électeur donne deux informations. La première information vous dit oui, vous êtes toujours sur la liste électorale. La deuxième information, la carte d'électeur vous indique le lieu où vous irez voter. Il y a un centre de vote, oui, dans ce centre de vote, il y a votre bureau de vote. Après, il faut justifier de votre identité. Pour justifier de votre identité, il y a un certain nombre de pièces. Par exemple, la carte nationale d'identité ou l'attestation en tenant lieu, le passeport, le permis de conduire, la carte professionnelle, la carte militaire, la carte d'étudiant ou d'élève, ou au besoin, par témoignage, comme vous n'avez pas cette pièce, que lorsque vous avez un acte de naissance. Alors, parlons de la capacité de voter. Vous avez parlé de l'inscription sur la liste, détenir la carte électorale. Donc, si quelqu'un n'est pas, qui est en âge de voter, comme l'a dit M. Ibiliki, mais qui n'est pas porté sur la liste, on peut dire que son droit de vote est violé, M. Ibiliki. Pas que son droit de vote est violé, parce que avant, pendant la période post-électorale, je pense qu'il y a eu une large sensibilisation sur le fait qu'il fallait être inscrit sur les listes électorales. Et l'inscription sur les listes électorales permet à la Commission nationale électorale de bien suivre le processus, le nombre de votants, le taux d'abstention, etc. Donc, la première étape, on va dire, pour aller vers le jour de l'élection, le jour du vote, c'était l'inscription au droit de vote. Et tout le monde, tous ceux qui étaient en âge, tous ceux qui avaient l'âge de s'inscrire, tous ceux qui avaient l'âge de voter, pardon, avaient la possibilité de s'inscrire. Et comme certainement on va en parler tout à l'heure, ce n'est pas malheureusement une obligation dans notre pays, donc libre à celui qui estimait qu'il pouvait s'inscrire parce qu'il n'était pas ou parce qu'il avait changé de quartier. Mais la sensibilisation sur les inscriptions sur les listes électorales, je répète, qui est la première étape dans le processus électoral, avait été longuement, on va dire, organisée dans notre pays. Je reviens vers M. Mbossa pour poser la même question. Est-ce que, bon, je me suis présenté lors du recensement ou des inscriptions sur la liste. Bon, je suis censé avoir été inscrit, mais malheureusement, à la sortie, à la publication des listes, mon nom n'y est pas. Il y a des erreurs au plan administratif. Ouais. Est-ce que je peux considérer que mon droit de vote est violé? Eh bien, la question posée dans cette optique, on ne peut pas parler de violation, mais au moins il y a donc un dysfonctionnement. Une personne, comme l'a dit
mon jeune frère, M. Biki, à l'occasion de l'établissement de la liste électorale, les listes sont affichées, ou notifiées par voie d'affichage, de sorte que les personnes qui ont l'habitude de voter aillent vérifier si effectivement ils sont toujours sur les listes électorales. Et après, intervient les inscriptions pour permettre aux personnes qui n'ont jamais figuré sur les listes électorales, bien âgées, ou encore les personnes qui ayant déjà atteint 18 ans révolus, ou encore les personnes qui devaient atteindre leur 18 ans, l'âge de la majorité, le 20 mars. Puisque nous avons le scrutin le 21 mars. Voilà. Donc, toutes ces personnes, effectivement, après que la personne, bien qu'ayant sollicité son inscription, mais constate que son nom n'y figure pas. Mais cette personne a par devant elle un coupon tenant lieu de récépissé. Ah, voilà. c'est important. C'est vrai. Un coupon tenant lieu de récépissé. Et ce coupon tenant lieu de récépissé peut lui permettre de saisir le juge administratif, lequel, par une procédure de référé, va prendre une ordonnance pour l'inscription de cet électeur ou de cette électrice afin que cette personne exerce son droit de vote le 21 mars 2021. Mais il faut préciser aussi, si vous me permettez, c'est que quand les listes sont affichées, je crois qu'il y a quelques jours qui sont accordés comme une période de réclamation pour ceux dont les noms ne seraient pas sortis. Mais effectivement, le coupon, le récépissé qui est donné lors de l'inscription a aussi une valeur, malheureusement, qui n'est pas assez connue. Et je crois qu'à travers les explications de M. Bossa, on est un peu plus informé sur l'importance donc de garder aussi ce récépissé quand on s'inscrit sur les listes électorales, parce que c'est une preuve tangible de notre inscription sur les listes. Mais comme rien n'est parfait, il arrive comme ça que parfois les noms n'ont pas été pris en compte parce que c'est beaucoup d'électeurs qui se font enregistrer. Je vais revenir là, d'aucuns le savent, qu'il est impératif de passer dans un bureau de vote pour exercer son droit citoyen. Son devoir citoyen, je veux dire. Mais pour ceux qui n'ont jamais voté, ne savent pas quelle est la composition d'un bureau de vote. Monsieur Moussa, vous la parole. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé du devoir citoyen. D'abord, le devoir citoyen est une contrepartie indispensable au droit du citoyen. Le titre 2 de notre Constitution précise que la citoyenneté comporte des droits, des libertés et des devoirs. Donc, le citoyen ou la citoyenne qui doit exercer son droit de vote doit savoir que le vote ne se déroule que dans un bureau de vote. Effectivement, comment est composé ce bureau de vote? Voilà. Le bureau de vote, conformément à l'article 83 de la loi électorale, est composé ainsi qu'il suit. Il y a un président qui représente l'administration, un premier assesseur qui représente les partis ou groupements politiques issus de la majorité, le deuxième assesseur qui est issu des partis ou groupements politiques de l'opposition, le troisième vice-président, le troisième assesseur issu des partis ou groupements politiques du centre, le quatrième assesseur issu de la société civile et puis un secrétaire qui représente l'administration. Et voilà, tel est composé le bureau de vote. Mais dans le bureau de vote, vous trouverez qu'il y a d'autres personnes qui ne sont autres que les délégués des candidats. Donc, l'article 84 de la loi électorale accorde un droit privilégié à chaque candidat d'avoir un délégué dans chaque bureau de vote. Cela veut dire qu'à l'élection du 21 mars, nous avons 7 candidats à l'élection du président de la République. Donc, dans chaque bureau de vote, il y aura donc 7 délégués de candidats qui seront là. Et sans compter la présence des observateurs tant nationaux qu'internationaux. Nous avons toujours dit que cette tribune est une école des droits de l'homme. Un citoyen déjà en âge de voter, qui apprend la composition d'un bureau de vote,
qui se trouve maintenant dans un bureau de vote, que doit-il faire pour accomplir son devoir? Si vous me permettez, je peux enchaîner toujours, pour de sorte être complété par M. Biliki. Bien, je dis que lorsque l'électeur ou l'électrice rentre d'abord dans son centre de vote, parce que le centre de vote, voilà, nous avons ici le CG Bayonne. Bernadette, c'est juste là derrière nous là. Là, c'est un centre de vote. Et après, l'électeur va vers son bureau de vote, qui est installé dans les différentes salles de classe. Donc le centre de vote, c'est le lieu, voilà, l'espace. L'espace qui couvre les bureaux de vote. Et chaque classe là, les bureaux de vote sont maintenant installés dans chaque classe. Ça, c'est maintenant les différents bureaux de vote. Voilà. Arrivé là, l'électeur ou l'électrice arrive devant son bureau de vote, regarde d'abord la liste d'affichage, constate son nom. Il regarde son nom, mon nom à tel numéro. Il rentre dans le bureau de vote. Il se présente. Il donne sa carte Il doit d'abord prouver son identité. Il prouve son identité et on vérifie également son nom sur la liste de contrôle. Quand il quitte là, il va, on lui donne le bulletin unique de vote. Il le prend et quand il a pris son bulletin unique de vote, il va vers l'isoloir et après avoir fait constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin unique de vote. À l'abri du public, il va dans l'isoloir pour faire son choix. Il revient, il va vers l'urne. Il prend son bulletin, il introduit son bulletin dans l'urne. Et il revient, il doit faire constater qu'il a voté. Donc, à ce niveau-là, on doit d'abord vérifier, il doit émarger. Il y a une liste d'émargement. Il émarge. Le cas où il ne connaît pas ni lire ni écrire, il y a l'encre indélébile qui est là, il la pose devant son nom, sur la liste d'émargement. Et il repart, il va avec sa carte devant notre assesseur, l'assesseur prend le cachet à voter et bien sûr estampille, la pose sur sa carte d'électeur et il ressort. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est toute une procédure. Et les tables sont disposées de sorte qu'il n'y ait pas obstruction lors du passage des électeurs. Voilà. Donc, M. Moussa a été clair en expliquant le processus. Et il faut toujours rappeler que lors de l'inscription sur les listes électorales, il est demandé à celui qui s'inscrit de préciser sa zone d'habitation, de telle sorte qu'on lui qui soit inscrit dans un bureau de vote pas loin de chez lui. Voilà. Donc depuis l'inscription sur la liste électorale, on sait déjà que le bureau de vote, on va dire, est déjà connu en fait depuis l'inscription sur la liste électorale. Et après sur place, c'est vrai que les explications ont été claires, mais après il y a toujours des gens qui sont là pour les jeunes qui vont s'essayer le 21 mars. Il y a toujours des équipes qui sont là pour conduire, pour orienter les jeunes dans les différents processus jusqu'à avoir son cachet voté sur la carte d'électeur. J'ai une question qui me brûle. S'il vous plaît, je vais faire un petit complément. Oui. C'est-à-dire, et puis lorsqu'on a fini là, et le circuit que nous venons tous de retracer, oui. L'électeur ou l'électrice doit plonger son index juste à l'auteur de l'angle dans l'angle indélébile pour éviter des éventuelles tentatives de revenir voter, c'est pas comment, pour décourager les mauvais comportements. Oui. Alors, j'ai une question à poser à la société civile. Au regard des conditions que M. Moussa vient de décrire, bureau de vote, tout et tout, pouvez-vous nous certifier que dans ces conditions-là, l'exercice du droit de vote par les citoyens est vraiment garanti?
Oui, je pense que c'est vrai que là encore, ça peut faire débat. Mais expliquer, tel que M. Mbossa a expliqué, c'est la réalité dans tous les bureaux de vote. C'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est vrai que parfois sur place, il y a d'autres faits qui sont décriés, mais on ne va pas dire ce qu'on n'a pas vu, on ne va pas venir parler de certaines rumeurs ici, mais la façon dont les choses sont disposées permettent à tous ceux qui devront voter d'exercer pleinement leurs droits. Les conditions, en tout cas, sont réunies. Après, c'est vrai que dans la pratique, à travers les observateurs, comme M. Mbossa l'a dit, des différents candidats, c'est vrai qu'après, certaines polémiques sont soulevées sur le fait qu'il y aurait eu, par exemple, influence de l'électeur, mais les conditions, en réalité, sont réunies parce que les bureaux de vote sont sécurisés aussi, donc pas de droit d'agitation. Donc, les conditions, normalement, sont réunies pour permettre à tout citoyen d'exercer son droit dans le bureau de vote. Il y a des garanties. Pourquoi? D'abord, nous savons que le scrutin, il est libre. Il est secret. C'est déjà une garantie. La présence des délégués des candidats est un facteur de garantie et même de transparence. La présence des observateurs, tant nationaux qu'internationaux, rassure et donne confiance et la crédibilité au processus. Donc, l'électeur peut s'assurer que vraiment son droit de vote est garanti. Et puis personne, la loi dispose, la loi électorale dispose, personne ne doit être influencé de son vote ou voter par contrainte. Voilà. Donc le choix est librement exprimé. Même si c'est vrai que les observateurs internationaux ne peuvent pas être déployés dans tous les bureaux de vote, et malheureusement tous les candidats aussi n'ont pas les moyens d'avoir leurs observateurs dans les bureaux de vote, et c'est ce qui fait que parfois dans certains bureaux, on décrit certains phénomènes qui peuvent arriver. Mais il faut rappeler, surtout pour les jeunes électeurs, que le vote se fait à bulletin secret. Donc il n'y a pas à avoir peur en se disant qu'on va être influencé. Tout se passe dans le secret, donc on a le droit de choisir son candidat. Personne au niveau du bureau de vote n'a le droit d'influencer l'électeur ni de lui dicter son choix. Le vote se fait à bulletin secret. Mais Monsieur Ibiliki, nombreux sont des citoyens, bon, je dirais qu'il y a quelques citoyens qui pensent ne pas voter, pensent que ça n'apporte absolument rien. Mais s'il faudrait dire quelque chose à ces citoyens-là, Oui. quel est le rôle du vote? Donc je veux dire, pourquoi voter? Merci beaucoup pour votre question et c'est une question très importante. Le vote, c'est une responsabilité. Surtout que là, nous sommes en train de parler de l'élection présidentielle. Donc, nous parlons là de choisir quelqu'un qui va conduire les destinées de notre pays. Donc, la responsabilité de tout citoyen, normalement, fait que ça devient presque une obligation. Même si dans notre pays, contrairement à d'autres, on a eu ce débat, contrairement à d'autres pays où il y a cette obligation de voter, sinon on peut recevoir des amendes. Dans notre pays, on est libre de décider, mais notre responsabilité de citoyen face à l'avenir qui se joue dans cette période nous oblige en réalité d'aller voter. Voter, c'est un devoir. Un citoyen a le devoir de voter parce qu'un citoyen ne peut pas rester en marge d'un grand rendez-vous tel que surtout les présidentielles parce que comme je l'ai dit, l'avenir du pays se joue à travers le candidat qui est choisi. Donc, j'ai noté encore quelques points, comme ne pas voter revient donc à laisser la possibilité aux autres de décider pour le pays. Et une fois que le vote s'est passé, en réalité, on n'a plus le droit de parole, parce que souvent, ceux qui contestent même le plus, c'est ceux qui ne votent pas, malheureusement. Donc, le seul moyen de se faire entendre, le seul moyen de choisir le candidat qu'on veut, mais bien sûr, le vote, c'est une décision qui doit être prise après beaucoup de réflexion, en analysant les projets de société des différents candidats et non sur un coup de tête ou par rapport à des affinités, parce que c'est l'avenir de tout un pays qui se joue. Et donc, voter, c'est une responsabilité. Quand nous disons que le vote est libre, libre s'oppose à la contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être obligé parce que quelqu'un t'a dit choisis Y ou choisis X. C'est ça où le vote est libre. Donc je suis libre de choisir le candidat que je veux, qu'il soit élu. Et puis nous disons que voter pour un citoyen, c'est de contribuer au bon fonctionnement de la démocratie. Voter, c'est un peuple dont l'histoire, ou à travers l'histoire, ont payé de leur sang
pour obtenir le droit de vote. Donc, le droit de vote est très important. Au-delà des hommes et des femmes qu'on peut élire, ou encore comme nous allons à l'élection du président de la République, au-delà des hommes, c'est que le vote permet aux citoyens ou à la citoyenne de participer à la décision ou encore de s'approprier les différentes politiques qui décideront de l'avenir du pays. Et à cela, nous constatons que voter est très important parce que chaque voix compte. Ma voix compte, votre voix compte, la voix de l'autre là-bas aussi compte. Et ça fait l'élection. Et ce qui a amené le président Abraham Lincoln, dans son discours du 29 mai 1856, à l'occasion de la convention de Bloomington, il disait que un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Donc, le bulletin, ma voix là, tranche beaucoup de choses. C'est un acte de décision. C'est un acte de responsabilité. C'est un acte de choix, parce qu'un choix réfléchi. Donc, il dit non. Parce que souvent, nous le citons dans le sens de la démocratie, pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Oui, ça aussi c'est lui. Mais il y a cette citation-là, il dit, un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Donc l'élection, le vote est un acte majeur. Donc, quant à le devoir, oui, nous avons dit que le devoir, c'est la contrepartie d'un droit. Donc, nous avons non seulement les droits, nous avons aussi les devoirs. Parce qu'un citoyen, c'est celui-là qui a à la fois des droits et des devoirs. Mais quant à l'obligation de participer ou ne pas participer, bon, d'abord, c'est l'exercice de la volonté. Hein. Voilà. L'élection est basée sur la volonté. Donc, si vous pensez et la libre conscience. Et la libre conscience. Et si vous pensez que vous n'allez pas voter. Moi, l'idéal est d'encourager, de mobiliser, de sensibiliser pour que les gens participent massivement. Le 17 et le 21 mars, c'est ça l'invite. Alors, monsieur Modeste Moussa, est-ce possible de voter par procuration? Si oui, comment et dans quelles circonstances? Voilà. Merci beaucoup. Le vote par procuration est prévu par la loi. Et en même temps, il y a tout un arrêté qui autorise le vote par procuration. C'est que vous devez justifier d'un motif sérieux qui fait que le jour du vote, vous serez empêché. Dans ces conditions, j'ai dit à monsieur X, je te donne mandat et on va devant l'autorité de l'état civil, hein, devant l'officier d'état civil. Dans des communes, comme nous sommes à Brazzaville, c'est devant l'administrateur maire, à l'intérieur du pays, c'est devant les sous-préfets. Et voilà, la procuration est établie et le monsieur va voter. Mais la procuration, nous ne pouvons pas voter par procuration. Il y a eu des gens qui ont dénoncé le fait qu'une seule personne se retrouve avec beaucoup de procurations par devers elle. Non, la loi et l'arrêté ou ces textes subséquents prévoient que la personne ne peut être porteuse que de 2 procurations, pas plus. Et encore que la personne, le mandataire, doit être lui-même inscrit sur la liste électorale. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui lui-même ne figure pas sur la liste électorale et il vient voter. Non. Donc, il y a ces conditions. C'est un vote encadré. Ouais, c'est bien encadré par les textes. Mais pour des personnes qui se trouvent hors de leur circonscription, pour des raisons professionnelles ou que sais-je encore, est-il possible pour eux de voter en dehors de leur circonscription ou elles ne sont pas inscrites sur les listes? Voilà, oui, ça, en tout cas, ça c'est une question venue vraiment à point nommé. Nous allons là à l'élection du président de la République. Nous disons que à l'occasion de l'élection du président de la République, tout le territoire national est une circonscription électorale unique. Cela veut dire qu'une personne en mission, alors que le 21 arrive, cette personne-là est hors, prenons le cas de Brazzaville, est hors de Brazzaville.
et se retrouve par exemple à Kakamweka ou encore à Macao dans la Lukwala. Et le monsieur là-bas, ce monsieur fait comment, ou cette dame fait comment? Elle doit avoir d'abord par devant elle une carte d'électeur qui justifie que à Brazzaville, cette personne avait figuré effectivement sur la liste électorale. Donc, avec cette carte d'électeur, sa pièce nationale, sa pièce d'identité et son ordre de mission. Parce que c'est ceux qui vont dans les campagnes, là. Les campagnes, donc, et son ordre de mission. Dans ces conditions, cette personne peut voter en dehors de la circonscription électorale laquelle il avait été inscrite. Bon, nous approchons la fin de notre émission et je vais donc demander à M. Ibiliki, comme société civile, quel serait votre message à l'endroit de la société civile congolaise face à cette élection? Merci. En une minute. En une minute, merci. Donc mon message à l'endroit de la société civile congolaise, à l'endroit de tous les Congolais, à l'endroit des jeunes, c'est de ne pas rester en marge de ce grand rendez-vous. Parce que, comme je l'ai dit, voter comme d'une grande responsabilité pour tous les citoyens. Et donc, les rendez-vous sont connus, le 17 mars pour les forces de l'ordre et le 21 mars pour le reste de la population. Et donc, voter, c'est le seul moyen d'exprimer son choix, d'exprimer sa volonté. Parce que là, nous allons à l'élection présidentielle, nous allons donc élire celui qui va conduire notre pays. Et donc, l'invite, c'est de demander à tout le monde, à tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales, tous ceux qui ont l'âge de voter, de se rendre massivement dans les différents bureaux de vote pour voter le 21 mars. Et le message de la CNDH? La CNDH... J'allais dire solennellement. Tout ça. Solennellement, la CNDH encourage les hommes et femmes en âge de voter d'aller le 21 exprimer leur volonté de choisir leur candidat. Parce que l'élection du président de la République est une élection majeure. C'est là où se définira le destin du pays. Et en même temps, tout le monde est encouragé à voter, y compris les personnes vivant avec handicap. Parce que l'article 91 de la loi électorale permet aux personnes vivant avec handicap, c'est-à-dire atteinte d'une infirmité, de voter. Donc, le vote en République du Congo est vraiment permis à tout le monde, pourvu qu'on soit inscrit sur la liste électorale. Et pour qu'on soit appelé peuple. Parce qu'en matière du droit électoral, le peuple, c'est l'ensemble des hommes et des femmes inscrits sur une liste électorale pour exercer leur droit de vote. C'est ça le peuple. Donc, pour cela, la CNDH encourage les hommes et les femmes en zone de voter, vraiment d'aller voter massivement. Vraiment, c'est une occasion vraiment majeure, parce que l'élection présidentielle est elle-même une élection majeure. Donc, le peuple est informé. Il s'agit de remplir un devoir. Il s'agit d'assumer une grande responsabilité, sa responsabilité. Chaque électeur assume sa responsabilité devant le choix de la personne qui, demain, va conduire les destinées du pays.